Quand je viens ici, je me fais détester, mais c'est toujours un plaisir. Ouais, non, mais évidemment, vraiment, j'ai dit que éloigne-toi, TOTK, tout comme Breath of the Wild, est un excellent jeu, mais n'est pas un excellent Zelda. C'est tout ce que j'ai dit, c'est tout. Mais non, le chat, mais enfin, le chat a pour Gigi, là. On attend la je me lève. Il y a une princesse. Je mets une tunique verte. Je récupère Legolas. Je vois aux yeux d'elfe. 22, 23, un arc, un boomerang, un donjon, Ganondorf avec son pif énorme qui peut fumer sous la douche. Je le détruis. C'est ça, Zelda. C'est ça l'amour, pas. Eh, regardez, les gars, j'ai construit une voiture avec une plateforme. Ok, la minute est écoulée pour Gigi, peut-être Augustin. Quelqu'un qui ne connaît pas Zelda, qui jette vite fait un coup d'œil par-dessus l'épaule d'un joueur, pourrait penser que Link est un non-personnage. Un visage inexpressif, aucun trait particulièrement excentrique, il n'a pas de voix. Mais pour la plupart des gens, Link, c'est d'abord une légende. Une histoire de chevalier qui sauve une princesse, qui se transforme au fil des jeux en une épopée toujours plus complexe, sombre et exaltante. Parce que ce n'est pas la première fois que The Legend of Zelda s'articule autour d'un fond philosophique. La quête du pouvoir, la peur de grandir, la destinée héroïque, etc. Et de plus, Link n'est pas ce personnage auquel on s'attache facilement uniquement car il est neutre, mais surtout parce que ces histoires reflètent exactement les étapes du chemin de l'enfance. Mais cette fois-ci, le temps a passé. Link a changé ses joueurs aussi. L'heure est à l'adolescence. Et n'y a-t-il pas d'épreuve plus adolescente que la recherche de soi ? Tu connais le dilemme du téléporteur ? Une des manières de faire fonctionner théoriquement un téléporteur serait de non pas transporter notre corps, mais de copier notre conscience et toutes nos caractéristiques physiques à l'autre bout de l'univers. Ainsi, dans ce second corps serait recréée l'intégralité de notre personnalité. Alors la version originale n'aura plus qu'à se faire tuer pour que l'illusion soit parfaite. De votre point de vue, vous seriez juste rentré dans un téléporteur et ressorti une galaxie plus loin. La personne qui sort du téléporteur est-elle vraiment vous ? Si oui, cela veut dire que votre identité n'est pas forcément définie par rapport à votre corps, mais surtout par rapport à vos souvenirs. C'est un peu la même idée que le bateau de Thésée. Ce bateau qui, après maintes et maintes aventures, fut réparé et remplacé jusqu'à ce que plus aucune planche ne soit d'origine. Alors, est-il toujours le bateau de Thésée ? Si on s'accorde que oui, parce qu'il appartient à Thésée et c'est toujours un bateau, alors ce n'est pas la matière qui conditionne notre identité, mais la valeur morale qu'on nous accorde. On se définit donc aussi par rapport aux autres. À l'image des planches qui se remplacent, notre corps se régénère en remplaçant au fur et à mesure ces cellules ayant une durée de vie plus limitée que le système entier. Ainsi, vous n'avez plus aucune cellule en commun avec celui que vous étiez étant enfant. Mais c'est pas grave, vous avez toujours votre mémoire en commun, votre personnalité. Bah, pas tant que ça, votre personnalité aussi a changé. Alors, quelle identité commune avez-vous avec cet enfant ? Et si vous perdiez cette fameuse mémoire et que personne autour de vous ne peut vous le rappeler, seriez-vous toujours quelqu'un ? Donc alors, qui sommes-nous au début du jeu ? Nous nous réveillons nus dans une pièce complètement étrangère. Et pour cause, nous avons perdu la mémoire. Nous ne sommes qu'un corps qui, après 100 ans de convalescence, a repris ses forces qu'il aurait perdues. Ce n'est donc plus le corps notre enjeu. Non, maintenant, nous avons perdu tout ce qu'il y avait dans notre tête. Contrairement aux autres Zelda, nous ne commençons pas dans notre village ou au sein de notre famille, ni dans la continuité d'une quête. Ici, nous commençons seuls et nus. Sans aucun souvenir, sans aucun contexte, tout ce qui faisait de nous un personnage incarné n'est plus. Nous sommes retournés à l'état sauvage. Ainsi, les seules informations qu'on nous donne nous paraissent beaucoup plus importantes, même si elles sont primaires. Nous ne sommes pas noyés dans un océan de flashbacks ou de contexte historique. Non, tout ce que nous savons ici, c'est notre nom, Link. Parce que c'est vous qui allez être au centre de cette histoire. Peut-être un traitement un peu méta de l'open world, mais cette épopée, c'est la vôtre. Ou plutôt, c'est l'épopée de vous. On verra un petit peu plus tard ce que ça peut vouloir dire. La deuxième chose qu'on apprend, c'est la quête. Sauver le royaume. Mais comment ? On ne sait pas encore. Pour l'instant, nous découvrons ce qui est important, savoir appréhender ce corps. Ainsi commence déjà l'analogie avec l'adolescence. La première étape, savoir se servir de notre personnage, faire évoluer ses skills, son endurance, sa vie, et toutes les clés ne sont pas données au début. On les apprend sur notre chemin.
nous rencontrons le roi d'Hyrule. Mais pour nous, ce n'est qu'un vieux un peu bizarre. Pourtant, c'est quelqu'un, il y a 100 ans, c'était notre roi. C'est lui qui faisait notre statut social et notre fonction. Mais ce roi est mort. Alors avec lui s'en va une partie de notre identité, notre place dans la société. Ce statut ne définit donc plus rien. Ce flou dans lequel nous sommes plongés dès le début est une bonne mise en abîme. Quand nous commençons un jeu ou n'importe quelle fiction, nous arrivons souvent au cours d'une histoire ou d'un contexte. Alors la mise en scène doit nous expliquer de manière plus ou moins subtile quels sont les événements en cours. On l'accepte assez facilement dans les livres, encore un petit peu moins dans les films, et ça devient bien plus casse-gueule dans les jeux, parce qu'il ne faut pas casser l'immersion. Alors souvent, plus l'histoire intègre le gameplay, plus l'immersion sera efficace. Nous ne savons rien, non pas parce qu'on vient de lancer le jeu, mais parce que nous avons perdu tous nos souvenirs dans une bataille qui a eu lieu il y a 100 ans. Ok, c'est pratique pour s'identifier, mais c'est moins pratique pour s'impliquer dans l'histoire, parce que on doit aller sauver une princesse, oui, mais même notre personnage ne sait pas pourquoi. Beaucoup ont interrogé le choix d'aller laisser aux joueurs la possibilité de tuer le boss final dès la fin du didacticiel. Je trouve ça perso assez immersif, car le sujet de notre jeu et de toute l'aventure que nous avons entre les mains n'est moins comment être assez fort pour tuer le boss que pourquoi est-ce important d'aller sauver le royaume, d'aller mettre fin à sa partie. Je trouve ça beaucoup plus impliquant. Et c'est pour ça qu'au début, s'impliquer, c'est la dernière chose dont on a envie. On préfère découvrir, s'amuser dans ce monde sauvage. Tout devient de plus en plus familier, les chevaux, les forêts, les abeilles, mais au fur et à mesure, on se rend bien vite compte de quelque chose. Ce monde est sauvage, oui, mais il ne l'a pas toujours été autant. Il y a des choses qui appartiennent au passé, et nous sommes une de ces choses. Revenons à notre téléporteur. Bon, nous sommes donc plutôt la personne qui possède les souvenirs, donc si on nous enlève les souvenirs, on n'est plus rien. Ou du moins, on n'est plus la même personne. Link n'est pas le même Link, mais est-ce que les souvenirs suffisent à résumer notre conscience? Vous ne vous souvenez pas de votre petite enfance, pourtant elle a toujours un impact sur vous. Parfois ça vous arrive de vous balader et de ressentir une émotion à la vue de quelque chose, mais vous ne vous souvenez pas pourquoi. C'est sûrement parce que c'est un souvenir d'enfance que vous avez oublié, mais dont votre personnalité actuelle dépend toujours. Alors comment quelque chose que notre cerveau a effacé de notre mémoire peut-elle toujours influencer notre personnalité? Eh bien, parce que tout ce que notre cerveau intègre et stocke ne vous est pas forcément accessible. Vous n'êtes pas omniscient de vous-même. Sinon, les amnésiques comme Link n'auraient ni l'expérience de la parole, ni celle de la société. C'est bien que l'ancien vous existe toujours, comme si votre passé gardait parfois une empreinte dans la chair de votre cerveau. Cette réflexion, c'est un peu celle de la psychanalyse, de Freud, mais ces travaux étant souvent controversés, je préfère pas trop m'étaler sur cet angle, qui relève bien plus de la psychologie que de la philosophie. Ces ruines qui sont omniprésentes donnent une atmosphère désolée au monde, mais aussi un petit peu nostalgique. On aimerait bien savoir à quoi ressemblaient ces habitations ou cette écurie quand les gens y habitaient encore, avant que tout ne soit détruit. Et il y a autre chose qui saute aux yeux. Si comme moi vous êtes sensible à la hype des héros légendaires, alors vous serez peut-être irrité par ce PNJ qui vous considère comme un gamin ignorant alors que c'est vous le héros qui l'adule. Puis là vous vous rappelez que vous avez eu exactement le même comportement avec le roi d'Hyrule, donc ça vous fait réaliser quelque chose. Vous êtes comme ce PNJ, vous êtes comme ce monde. Vous ne vous souvenez pas de l'ancienne époque. Chaque PNJ auquel vous parlerez, vous pourrez lui avoir sauvé la vie, il finira toujours par retourner à sa vie normale parce que c'est un PNJ, mais surtout parce que vous ne faites pas partie de son quotidien, il le rappellera toujours dans les dialogues. Vous êtes un étranger. Vous n'appartenez pas à ce monde. Vous atterrissez comme un voyageur temporel, mais à l'arrivée, personne ne vous attend et vous n'attendez personne. Et c'est ça qu'inspire Link, car le moi est aussi là où des gens vous attendent. Votre mémoire, c'est aussi celle des autres. Et c'est l'émotion principale que transmet le gameplay de ce jeu. Vous êtes seul. Le moi est perdu quand je ne sais pas qui je suis et que personne ne le sait. Les choses n'ont donc plus de sens, car je ne suis personne. Mais j'ai oublié certains éléments. Il y a des gens qui se souviennent de nous, qui ont survécu. Bon, certes, ils ont vécu un siècle de plus, leur personnalité a changé, ils sont pas les mêmes qu'avant. Mais ils peuvent nous donner certaines clés, nous faire partir en quête. Mais il y a surtout une personne qui est exactement comme nous à ce moment de cette histoire. À ce moment-là, Link et Zelda n'ont jamais été aussi proches. Ce sont les deux voyageurs temporels. Ils ont tous les deux traversé les siècles, on leur a tous les deux volé leur époque, mais Zelda, elle se souvient. Souviens-toi, pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil.
quand ce démon... C'est elle la gardienne de notre mémoire. Elle est tout au bout du chemin, prisonnière. C'est donc grâce à elle que nous allons partir à la recherche de notre passé, que nous partons à la recherche du sang. La rivière a séché avant que tout soit emporté. Je veux retourner dans l'allée, entendre le séquoia. Là voilà la raison de notre quête. Et ce passé, il est dispersé aux quatre coins d'Hyrule. Ça tombe bien, on avait déjà envie de visiter. Mais là, nous découvrons ce que fut notre monde, que ces endroits ont été le lieu de moments significatifs dans notre histoire. Ainsi, certains moments sont clairement des moments clés de l'intrigue. Mais d'autres, bien plus simples, apportent juste une sensibilité au personnage. On comprend sans le dire que si c'est de ce moment dont Link se souvient, c'est que quelque part il doit être important, malgré sa simplicité. Car le joueur ne choisit pas quel souvenir il va voir, mais Link non plus. Il découvre en même temps que le joueur. Mais surtout, le joueur découvre les souvenirs dans le sens qu'il veut, ou plutôt dans le sens auquel ses pas involontaires l'auront guidé. Alors se crée une deuxième ligne, dans l'immersion et l'identification de cette histoire. C'est le propre de l'open world que le joueur crée sa propre quête, sa propre chronologie, dans quel ordre il va faire les donjons, etc. Et encore une fois, c'est à l'image de Link, qui en parallèle de sa quête du passé, se construit un présent. C'est une double caractérisation qui le fait progresser dans la recherche de soi. Son chemin dans la mission principale le mènera donc à des donjons, qui vont bien évidemment le faire progresser dans la quête de son passé. Car ce ne sont pas seulement des donjons, ce sont le lieu des âmes errantes de certains personnages qui ont vécu il y a 100 ans. Et ils sont très importants, tout simplement parce que ce sont nos proches, nos camarades. Quand les souvenirs qu'on trouvait se concentraient plus particulièrement sur Link et Zelda, là c'est directement avec les personnalités elles-mêmes que Link va interagir. Alors peut-être que Link ne réagit pas trop parce qu'il se souvient pas, mais étant plongé dans leurs souvenirs et leur descendance, on en apprend sur qui ils étaient, leur caractère, leurs attributs. On en apprend également sur la relation qu'ils entretenaient avec nous. Par exemple qu'on avait un rival, qu'on était tous liés par une tâche, la protection des nôtres. Donc une autre façon de savoir qui nous sommes, c'est d'aller se plonger dans les souvenirs de nos proches et de savoir quelle place sont tenus au sein de notre groupe. Quels étaient les éléments qui nous liaient à eux et quelle appartenance plus grande nous faisait agir au-delà de notre propre individualité. On apprend surtout comment tous ces gens qui étaient la seule famille qu'on nous a présentée se sont fait tuer par surprise, isolés, avant même d'avoir pu tenter de se défendre. Certains n'ayant pas choisi cette mission, certains étant des enfants. Alors, après avoir collé toutes les pièces du puzzle, après avoir accompli le devoir des âmes errantes, nous savons qui nous étions. Nous savons qui ont été nos amis, quels moments joyeux et horribles nous avons affrontés. Mais alors, Link est-il toujours un non-personnage ? Parce que il est pas très présent dans ses propres souvenirs. Il est muet, ça aide pas. Il est discret, simple. Il est brave, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est surtout les autres personnages qui nous vantent nos propres qualités. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. On peut trouver que du coup le personnage manque de relief et s'efface derrière des personnalités bien plus intéressantes ou importantes, surtout quand il passe son temps à se faire victimiser. Mais je suis pas d'accord. Je trouve ça au contraire plus fin comme caractérisation. Car oui, il se fait marcher dessus. Mais justement, cela contraste avec sa force qu'on dit légendaire. Car il est gentil avec Zelda. Il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il sait faire, se taire et se battre. C'est un soldat en fait. Et c'est sa principale caractérisation. Cette droiture peut signifier beaucoup. Un personnage n'a besoin d'être caricatural que pour nous transmettre efficacement et rapidement les grandes lignes de sa personnalité. Mais l'avantage avec Link, c'est qu'on va passer des centaines d'heures avec lui. Toute l'histoire est racontée de son point de vue. Donc il est toujours présent même s'il n'est pas mis en avant. Il est quand même le point de voûte de l'histoire et il a un grand rôle à jouer. Surtout une manière que je trouve très fine et très naturelle de caractériser le personnage, c'est par le dialogue. Oui, car Link il a pas de voix. Dans tous les passages doublés, il se tait. Mais dans les dialogues interactifs, là, il parle. Et vous choisissez ses mots. Et dans ce choix restreint, il y a quand même une intention. Vous choisissez son dégoût, sa colère, surtout ses actes, mais il en sort quand même une personnalité. Déjà, il a de l'humour. Il met une certaine distance avec les autres. Il est parfois assez obstiné, et surtout il a une genre de candeur sociale. Les PNJ le trouveront parfois un peu bête, mais c'est juste qu'il s'accorde pas avec les mêmes codes. Il ne s'embarrasse pas de calcul dans les relations. Ses émotions ne sont jamais le centre de l'intrigue, contrairement à Zelda, qui en essayant de réprimer ses certaines émotions, s'éloigne de la clé de son pouvoir. Link, lui, il sait, il fait son devoir sans se plaindre, c'est un soldat. Car encore une fois, Link et Zelda se rejoignent dans leur raisonnement intérieur. Elle est clairement dans une phase charnière de son adolescence. Elle peine à trouver sa place entre son devoir, sa passion, sa personnalité, et la pression de répondre vite à cette question, car intimement liée au destin du royaume, n'aide pas du tout les choses. Oui, dans le développement de Zelda,
Ce qu'elle cherche, les chemins que vous allez réemprunter dans la quête de vos propres souvenirs, sont les étapes de sa recherche d'elle-même. Et encore une fois, elle cherche en dehors, alors que les réponses, elles sont à l'intérieur. Mais ce n'est pas du tout inutile. C'est par l'expérience qu'on se trouve. Exactement comme Link, sa recherche d'elle-même est intimement liée au destin du royaume. Mais alors, quelle est cette réponse? Eh bien, pour Zelda, c'est manifestement l'attachement, la raison du cœur. Celle qui vient quand elle a tout perdu, que la pression n'a plus de sens et qui vient quand plus personne n'est là pour attendre son pouvoir. Juste une envie pure de ne pas perdre la dernière personne qui lui reste. C'est encore la peur d'être seule. Il y a clairement un fossé de sagesse entre la Zelda des souvenirs, immature, cruelle et égoïste, et celle qui nous guide dans notre quête. Avant, elle était jalouse de notre réussite, car elle voyait bien que le devoir nous suffisait. Maintenant qu'elle nous comprend, sa main est plus douce, et elle peut nous guider, car elle est en paix avec elle-même. Quand nous nous réveillons, son développement est fini, et le nôtre commence. Comme quoi, quand on se met un peu à la place des autres, ça change vraiment tout. Cette relation entre Link et Zelda nous permet de faire un parallèle entre les situations, entre passé et présent, la recherche de soi qui est pour les deux la clé de la réussite du royaume, et surtout, ce qui les unit, c'est la destinée. Ils sont tous les deux élus des dieux, et c'est ce devoir qu'ils portent à parts égales qui les rapproche d'ailleurs. Comme Zelda à son époque, le jeu est sans cesse en train de nous tester pour voir si on est digne de ce pouvoir. C'est dans notre progression que réside la clé du pouvoir de la déesse. Elle, il lui manquait la sincérité pour éveiller son pouvoir. Celle qui n'est pas conditionnée ou soumise à l'obligation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Et pour nous, tout le cheminement qu'on va faire à travers le jeu, les quêtes du passé, mais aussi celles du présent, nous mènent à donner un sens à ce royaume. On peut dire que Breath of the Wild est un bac à sable. Un très bon open world, mais pour ma part, ce qui m'a vraiment procuré du plaisir quand je parcourais ce monde, c'est qu'il avait du sens, c'est qu'il y a de la vie. Et pour moi, ce développement, cette manière de nous raconter, de nous mettre en scène dans cette recherche de soi, n'est pas dissociable du gameplay, de l'ambiance graphique. C'est le tout qui crée le sentiment de réel et l'attachement. Comment vous dire à quel point ce jeu est le jeu pour moi? Et peut-être que ça rend pas bien de dire ça, peut-être que c'est pas assez rétro, mais un jour, peut-être que ce sera rétro de dire ça, donc... Et puis merde, j'aime bien ce jeu, j'adore ce jeu, c'est le jeu qui m'a fait veiller, c'est le jeu que j'ai fini, refini dans un sens, dans un autre, et quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus un seul chemin de la map que j'avais pas emprunté, je me suis dit, tiens c'est vrai qu'il y a une forêt à côté de chez moi, je vais aller m'y promener, juste pour revivre ce sentiment, et celui-là. Et surtout celui-là. Évidemment, il n'est pas parfait, et 1000 autres jeux auraient été plus intéressants et complexes pour parler du sujet de l'identité. Beaucoup se sont accordés, Breath of the Wild n'est pas un phénomène pour son histoire. Skyrim a besoin de narration. Breath of the Wild, non. Je savais pas à ce moment-là, mais c'était acté que j'arriverais jamais là où l'histoire voulait m'emmener. Et la réponse que j'ai eue le plus, c'est on voulait pas s'approcher de l'histoire, ni de près ni de loin. Alors, qui sommes-nous ? Qui est Link? Link se définit par rapport à son statut, effectivement c'est un soldat avant tout. Quand il perd ce statut, il n'est qu'un homme, il n'est que sa force. Link se définit par rapport à ses proches, mais aussi par rapport à une mission qui le transcende. Mais Link, c'est surtout ce que vous en ferez. Si vous le voulez bien, j'ai une proposition de réponse pour le téléporteur. Alors, qui êtes-vous, celui qui vit ou celui qui meurt? Dès l'instant où les deux corps seront séparés, ils vivront des choses différentes, donc ils seront des personnes différentes. Car dès l'instant que vous vivez des choses différentes de celui que vous étiez dans le passé, vous n'êtes plus la même personne. À chaque instant, vous changez de corps et vous changez d'esprit. À chaque instant, une identité meurt et une autre naît. Exactement comme dans le téléporteur. Rechercher son identité ne veut pas dire qu'elle peut être trouvée. L'identité n'est pas une donnée fixe, c'est quelque chose qui change constamment, qui n'existe donc pas. Exactement comme un instant n'a jamais le temps d'exister. Donc le téléporteur, c'est juste une analogie de ce qui se passe chaque seconde en nous. On s'en rend pas compte, comme celui qui continue sa route après le téléporteur. Nous agissons sans cesse pour le nous du futur, pour ce qui va perdurer à travers nos versions de nous-mêmes. Alors que l'identité actuelle, elle ne vivra jamais cette époque. Comme Link ne sera jamais celui qu'il était. Par contre, il va se créer un ensemble, une histoire. Il va créer une légende.
Et c'est pour ça que dans Breath of the Wild, le gameplay n'est pas plus important que l'histoire. Car c'est un jeu que vous allez raconter, que vous allez incarner au sens premier du terme. Nick n'est pas personne, c'est l'épopée de son identité. Une épopée qui ne prendra jamais fin. Et sur la cartouche vieille de 35 ans du premier jeu, on pouvait lire quoi? Accepter l'ultime défi d'une aventure interminable. Link est tout sauf personne. Il est multiple. Il n'est pas un personnage numérique, c'est une identité analogique. Une identité non pas figée, mais construite en construction et qui se construira, car on lui a donné un sens. Au passage, de beaucoup de gens, de se dire, un jeu, c'est pas juste un média qui est censé te divertir. Ok. C'est un moyen que tu es censé utiliser pour te divertir aussi. Comment dire, tu ne joues pas au jeu de manière mécanique du genre, allez, aujourd'hui, on va juste faire des dagues pour monter le niveau et après, on va faire la quête du machin et On tout. suit la trame principale. Voilà, c'est ça. Tu joues au jeu de manière à ce que ton personnage soit une histoire en lui-même, soit une aventure. Alors un jour, ton plaisir, ça peut juste être de retourner dans ce village où tu as pris domicile, d'aller chez l'épicier, de chercher à manger, d'aller aider des voisins et de retourner à ta maison que tu trouves un peu plus haut. Alors tu y trouveras les armes que tu préfères. Il y a une photo juste au-dessus de ton lit, celle de tes amis d'un autre siècle pour ne plus jamais oublier. Et j'ai parlé à pas mal de gens pour préparer cette vidéo en leur demandant comment avait été leur expérience sur Breath of the Wild, et la réponse que j'ai eue le plus, c'est on voulait pas s'approcher de l'histoire, ni de près ni de loin, parce qu'on voulait pas que la balade s'arrête. Alors, quand ton plaisir devient ce qu'on a dans la vie normale, celui de juste faire partie du monde, c'est qu'il est peut-être temps d'arrêter d'être seul. Il est peut-être temps d'aller la libérer, cette princesse.